Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de Code 24, le magazine francophone de la rédaction en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Nous irons en patrouille avec les soldats français de l'opération Barkhane, déployés depuis un an dans le Sahel. Ils collaborent avec les armées africaines, alliés indispensables pour la réussite de leur mission. Dans notre rubrique mode ce soir, Jean-Paul Gaultier adore depuis toujours la mer et ses marins. Pour l'hiver prochain, il se prend d'amour pour la Bretagne, source d'inspiration. Il y a 10 ans se produisait la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire des États-Unis. Le cyclone Katrina balayait la Nouvelle-Orléans, faisant plus de 1800 morts. Une équipe de France 24 est partie à la rencontre des victimes oubliées de la catastrophe. Et ce soir, dans Code 24, nous irons aussi à Iten, au Kenya, l'une des capitales du sport mondial. La ville offre des conditions d'entraînement exceptionnelles aux coureurs spécialisés. Direction enfin l'île de Kos, une étape sur le parcours de milliers de migrants. Ils arrivent sur l'île grecque dans des conditions précaires afin de gagner l'Europe. Cap aussi sur le mont Saint-Michel, son abbaye et sa baie est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un site historique qui attire pèlerins et voyageurs depuis des siècles. On vous emmène d'abord dans l'extrême nord du Niger, terrain depuis plus d'un an d'une guerre asymétrique. Depuis août 2014, les forces françaises sont engagées dans l'opération Barkhane, une guerre contre les groupes armés terroristes à travers 5 pays de la bande sahélo-saharienne, à savoir la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Niger. Leur objectif, arrêter ces groupes et mettre fin au trafic d'armes et de drogue. Dans leur lutte, les Français collaborent avec les armées africaines, des alliés indispensables. Julie Dungeloff et Luc Brown ont suivi une opération conjointe entre les forces armées nigériennes et françaises. Briefing quotidien entre les armées françaises et nigériennes. Depuis un an, ils travaillent ensemble dans la zone des 3 frontières, Niger, Libye, Algérie. Quelle heure vous voulez partir? Comme vous voulez. Dès que vous êtes prêts, nous on est prêts. Le capitaine Mohamed et le lieutenant-colonel Pierre partent pour une opération conjointe. Capitaine, bonne reconnaissance. Merci. 50 Nigériens, 250 Français, sur une zone de 5000 km². Des sols accidentés, mettant à dure épreuve les hommes et les véhicules. Face à eux, des groupes armés terroristes extrêmement mobiles. Ils se déplacent sur leur terrain dans des véhicules ultra performants. Au bout de quelques kilomètres, les Nigériens s'arrêtent. Ils ont repéré des signes de présence. Il y a un peu de nourriture, il y a des restes de vêtements et puis des emballages sur lesquels était empaqueté de la drogue. Et ce sont des restes laissés par des éléments terroristes qui ont séjourné ici. Voilà, donc ce qui montre bien que dans cette zone, ça transite pas mal. Les groupes armés terroristes utilisent des caches dans le désert pour s'approvisionner sur la route des trafics. Ils descendent de Libye avec des armes et remontent les coffres chargés de drogue. Le but de l'intervention franco-nigérienne, entraver, bloquer ces flux. Il faut vérifier la moindre cavité, suivre le moindre indice. Le capitaine Mohamed est Touareg. Né dans le désert, il en connaît tous les reliefs. Mais ça descend. On l'a jamais fait, donc on va voir si ça passe. Non, ça descend, mais ça ne remonte pas. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on sera obligé de remonter par kilo 13 ? Ah, ça c'est sûr. La trajectoire est ajustée. Il ne faut pas risquer de se retrouver pris au piège du désert. Tout droit, Mano. Dans cet environnement hostile, le moindre signe de vie est suspicieux, le moindre indice précieux. Le capitaine Mohamed est en alerte. Sur le sol, des traces de véhicules. Des traces de 4x4, donc on les estime aussi à peu près une semaine, à peu près 4x4. En un coup d'œil, il est capable de déterminer le type de véhicule, sa direction et la date du passage. La zone est très large,
Dès qu'on trouve une trace, il faut la suivre immédiatement pour optimiser nos chances d'intercepter. Les traces mènent à 7 masses rocheuses. Un terrain plat sur lequel les pick-up peuvent évoluer à pleine vitesse et s'abriter en toute discrétion. Donc on est vraiment dans une station-service ici. Hein. Là c'est clairement une zone refuge dans laquelle ils passent la nuit. On voit bien toutes les cavités, toutes les grottes qui leur permet d'avoir protection et un peu d'abri pour la nuit. Voilà, il y a 2 fûts là. Vous les voyez? On voit également des traces de véhicules qui montrent bien que c'est une zone de bivouac ici. Là. À ce moment, impossible de savoir si le lieu abrite encore des trafiquants. Les Nigériens partent devant, c'est eux qui seront chargés d'une éventuelle interception. Les Français restent en appui et sécurisent la zone. C'est ce que prévoit leur accord de coopération. Avec les moyens technologiques de la France et notre connaissance du terrain, donc on peut conjuguer les 2 facteurs pour réussir la mission. Les forces armées nigériennes ont récupéré les fûts. Il ne faut pas qu'ils puissent être réutilisés. L'opération a duré plusieurs heures sous une chaleur écrasante, 50 degrés, dès 11 h du matin. Halte sur l'un des postes de commandement, l'occasion pour les hommes de retrouver leurs camarades après plusieurs jours d'opération. Le capitaine Mohamed et le lieutenant-colonel Pierre ajustent la stratégie mise en place. Par contre, il faut qu'ils montent Et c'était une autoroute, hein. Il y avait je sais pas, au moins 10 traces différentes. C'est pour ça, moi, je pense qu'il faudrait que tu passes un élément hein, sur cette... Il faut avoir des yeux là-dessus. Là. Oui. Faut avoir des yeux là-dessus. La descente, oui. Ici, il y a plein de points hauts. À mon avis, il faut que tu descendes un de tes enfants et que tu le places dans cette zone-là pour avoir des yeux sur ces axes. L'opération du jour n'aura pas permis d'interpellation, mais les signes de présence repérés prouvent que les trafics continuent. Français et Nigériens ont forcé les groupes armés terroristes à changer de stratégie. La guerre à laquelle ils se livrent est une véritable traque dans laquelle la meilleure des armes est la patience. Des mois de patrouille dans cette zone ont permis aux forces françaises et africaines d'identifier le trajet de ce trafic d'armes. Il passe par une Libye incapable de contrôler sérieusement la nature des marchandises qui transitent sur son territoire, faute d'un pouvoir fort. Cette vague de fourniture d'armes est menée par des trafiquants, notamment tchadiens et libyens, qui s'approvisionnent grâce à des fonds collectés via les trafics de stupéfiants et les rançons versées pour la libération d'otages occidentaux. Vous regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. À tout de suite. La haute couture, symbole d'excellence du travail des ateliers et du génie des grands couturiers, hommes comme femmes, qui proposent à Paris 2 fois par an des collections qui s'arrachent à prix d'or. Le couturier regarde la société, en extrait ses excentricités comme ses banalités, puis son inspiration de par le monde, ou simplement à côté de chez lui. Jean-Paul Gaultier adore depuis toujours la mer et ses marins. Aujourd'hui, pour l'hiver prochain, il se prend d'amour pour la Bretagne. La haute couture, symbole d'excellence du travail des ateliers et du génie des grands couturiers, hommes comme femmes, qui proposent à Paris 2 fois par an des collections qui s'arrachent à prix d'or. Le couturier regarde la société, en extrait ses excentricités comme ses banalités, puis son inspiration de par le monde ou simplement à côté de chez lui. Jean-Paul Gaultier adore depuis toujours la mer et ses marins. Aujourd'hui, pour l'hiver prochain, il se prend d'amour pour la Bretagne. Un hommage à la Bretagne aussi, quant à la galette, on ne dit pas la crêpe, on dit à la galette. Donc il y a des jupes en forme de galette, qui sont donc comme un rond, un disque et tout. Je trouve que c'est une collection, pour moi, assez nouvelle. Jean-Paul Gaultier réinterprète les folklores celtes et bretons, les coiffes comme les tabliers. En plus, je crois que dans toutes mes collections, j'ai bien montré que comment il y avait différents pays, différentes ethnies qui m'influençaient énormément et qui m'ont toujours inspiré. Pourquoi pas une qui fait partie de la nôtre? Non, évidemment, il y a des bigoudaines noires. Heureusement. Et oui.
toute tenue couture intéresse au plus haut point les actrices qui se pressent au défilé. Elles les choisiront ensuite avec soin, selon leurs envies et leurs désirs. Si vous savez qui vous êtes et que vous êtes bien dans vos baskets, cela signifie que vous n'avez peur de rien. Pour moi, c'est ça qui est sexy. Quand vous avez compris ça, peu importe que vous soyez ange ou démon, que vous soyez belle ou sympathique ou humble, une fois que vous avez compris ça, personne ne peut vous l'enlever. C'est à vous. Et c'est la chose la plus sexy de la planète. J'adore ces gens-là. Je pourrais les manger tout crus. C'est pour ça que vous venez chez Jean-Paul Gaultier? Ah oui, il est tellement sexy parce qu'en fait, il n'en a rien à faire. Dior a une nouvelle fois investi le musée Rodin. Une énigmatique construction tubulaire ornée de tableaux pointillistes a servi d'écrin aux créations de Raf Simons. Il est très très minutieux et on aime ça parce qu'au final, il y a un résultat splendide pour chaque fille. On a l'impression qu'il a pris du temps pour faire une belle création, rien que pour nous, et on se sent importante et belle. Raf Simons s'est inspiré des grands maîtres flamands, de Jérôme Bosch en particulier et de son Jardin des délices. J'ai trouvé beaucoup de contrastes dans cette œuvre. Quelque chose de très pur et en même temps quelque chose qui a à voir avec l'interdit. Quelque chose de sombre. Cela m'a vraiment fasciné quand j'ai travaillé sur la collection et cela me poursuit encore. De toute façon, c'est une question de déconstruction. Déconstruire le Christian Dior des années 50 afin de le moderniser. Oh, j'ai trouvé ça sublime. C'est vraiment magnifique, la pudeur de comme elles tenaient leur manteau comme ça. Et puis j'adore les lignes un peu victoriennes des robes au début très fluides. J'ai trouvé ça magnifique, vraiment magnifique. C'était vraiment magique, envoûtant, comme dans un musée d'art contemporain. C'était un vrai spectacle, avec des couleurs si fraîches. Et cette modernité. Ce n'était pas vraiment très girly, ni très féminin. Et les coupes des manteaux, plutôt masculines, c'était magnifique. Adeline André, la plus rebelle et la plus avant-gardiste des couturiers parisiens, s'est également tournée pour son choix de couleurs vers la peinture abstraite. Quant aux silhouettes, les superpositions de transparence laissent librement l'air circuler tout autour des corps. J'ai trouvé une coupe où tout le dos s'enroule autour des manches et se fait une spirale. Quand on l'enlève, ça fait comme des espèces de grandes feuilles qui tombent. Et maintenant, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Au Grand Palais, pour Chanel, Karl Lagerfeld évoque un casino 13 années 30. En couture, ce qui est le plus précieux ne se voit pas. Les tissus des tailleurs ont été conçus grâce à une nouvelle technique d'impression 3D, le frittage sélectif par laser. Les vestes sont formées d'une seule pièce, un défilé très déstabilisant. C'est assez joyeux, le fait que d'un coup tout le monde soit un peu à pouvoir se balader dans le décor, tout ça, c'est moins académique. Julien Fournier utilise également les techniques de recherche et impression 3D. Il a coiffé ses muses d'ailes de phénix étoilées. Et parfois, les couturiers se plaignent quand ils constatent que plus personne ne s'habille pour sortir. Etche reprend donc les codes des années 80, dépoussiérés et raccourcis. Court, c'est bien, parce que court, curieusement, je n'ai pas compris encore pourquoi, ça fait beaucoup plus moderne. C'est très curieux. Tu prolonges 3 cm, allez, 2 cm, c'est rien. Ça fait une autre chose incroyable. Alexandre Vauthier, lui, ne se pose pas ce type de questions existentielles. Il aurait pu n'habiller ses mannequins que des parures qu'il a conçues pour le haut joaillier Mellerio di Meller. Il a toutefois préféré les vêtir de 3 fois rien. C'est la façon dont je vois la femme. J'ai envie qu'elle soit sublime, j'ai pas envie de trop dévoiler. Alors je sais pas si on doit parler de sexy attitude ou si on doit parler de sensualité. Tu vois, c'est entre le sexy, le luxe, les matières sont excessivement nobles. C'est plutôt une histoire de suggestion, j'ai envie de dire. J'adore ces cours comme ça, ces asymétries, voilà, c'est Olivia Newton-John revisitée. Il y a 10 ans se produisait la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire des États-Unis. Le cyclone Katrina a balayé la Nouvelle-Orléans en Louisiane, faisant plus de 1800 morts et 150 milliards de dollars de dégâts.
Aux fureurs de la nature s'ajouteront l'incurie humaine, la désorganisation des secours et le détournement des fonds censés aider à surmonter la crise génèrent des tensions raciales. Les associations communautaires ont accusé les autorités de se désintéresser du sort des néo-orléanais parce qu'ils sont à majorité pauvres et d'origine étrangère. 10 ans après, le bilan est en demi-teinte avec un rythme de création d'entreprises à 64%. L'économie y est florissante, mais les inégalités persistent et les travaux de reconstruction ne sont pas terminés. Troubles du comportement, agressivité, échecs scolaires. Aujourd'hui encore, les traumatismes sont nombreux pour ceux qui étaient enfants en août 2005. Une équipe de France 24 est partie à la rencontre de ces victimes oubliées. Dans le regard de ses enfants, Tinesha aime retrouver cette insouciance qu'elle a trop vite perdue. Lorsque l'ouragan Katrina a emporté sa maison, une partie de sa famille, elle n'avait que 15 ans. Quand j'ai appris que mon père était mort après le passage de Katrina, c'était impossible pour moi de l'accepter. Je dormais mal et à chaque réveil, j'espérais tellement que tout ça ne soit qu'un mauvais rêve. Miraculeusement, peu d'enfants sont morts durant Katrina, mais près d'1 million en ont subi les conséquences. Déracinés, rescolarisés loin de chez eux comme Tinesha, ils ont pour la plupart affronté seuls leur traumatisme. Après Katrina, dans les écoles où nous allions, il y avait bien des conseillers d'éducation, mais ce n'était pas vraiment le genre de personnes compétentes pour nous aider petit à petit à nous reconstruire. Aucun soutien n'a été mis en place pour les enfants dans les écoles. Ils ne se sont jamais intéressés aux conséquences de Katrina et comment on allait grandir après tout ça. 10 ans plus tard, 37% de ces enfants souffriraient toujours de séquelles post-Katrina, soit près de 400 000 personnes. Christiana avait 14 ans lorsque l'ouragan a frappé. Elle vit depuis dans une angoisse permanente. Je n'avais jamais fait le lien entre mes crises d'anxiété et Katrina, jusqu'à ce qu'on me pose enfin les bonnes questions. Avec le temps, vous apprenez à vivre avec, mais vous n'oubliez pas. Vous apprenez à vivre avec l'angoisse que ça recommence, mais vous n'oubliez jamais ce qui s'est vraiment passé. Surtout, vous n'oubliez pas qu'à l'époque, personne ne vous a aidé. Dépression, actes de violence. Le docteur Douglas Walker est l'un des premiers psychologues à avoir relevé ces troubles du comportement. Ça, ce sont les mots qui reviennent le plus souvent. Inondation, cadavre, enterrer son animal de compagnie, ou des choses qu'ils ont entendues, comme le bruit des hélicoptères. Dès 2006, ce docteur a mis en place au sein des écoles un programme destiné à repérer au plus tôt ces enfants en souffrance. 56 établissements de Louisiane sont aujourd'hui formés pour repérer ces traumatismes. Nous avons toujours aujourd'hui des signalements d'enfants traumatisés par les tornades. C'est le cas le plus courant. Il faudrait former davantage les professeurs des écoles, des universités, toutes les personnes du système scolaire qui peuvent fournir un peu d'aide, parce que nous ne sommes pas assez nombreux pour prendre en charge tous ces enfants. Mais le plus important, c'est d'intervenir suffisamment tôt pour les empêcher de souffrir de dépression profonde, comme celle vécue après Katrina. Mais depuis une décennie, peu de leçons semblent avoir été tirées. En cas de nouvelle catastrophe naturelle, les enfants seraient toujours aussi exposés. Dans son dernier rapport, l'association Save the Children pointe du doigt l'inaction du gouvernement américain en la matière. La Commission nationale des enfants victimes de catastrophes lui a adressé 81 recommandations d'urgence. Seules 17 ont été mises en action. La première chose que la Commission nationale des enfants a demandé de mettre en place est une stratégie nationale. Une stratégie qui permette enfin de leur venir en aide correctement. Eh bien ça n'existe toujours pas. Elle a également demandé la mise en place d'un programme de soins pédiatriques et de transport d'urgence. Ça n'existe toujours pas non plus. On ne peut pas attendre une catastrophe de l'ampleur de Katrina pour que ce pays se réveille une fois encore. Il faut changer les choses maintenant. Et pour changer les choses dès aujourd'hui, ce sont les enfants de Katrina eux-mêmes qui font preuve d'initiative. À la Nouvelle-Orléans, au musée de l'enfance, une exposition fait résonner les voix de 24 adolescents victimes de Katrina. Parmi eux, Jarvis, 20 ans aujourd'hui. Plein de familles et d'enfants viennent ici et ils pourraient un jour devoir faire face à un ouragan. Alors c'est bien qu'ils entendent nos conseils, ceux d'enfants qui ont eux-mêmes été touchés par ce genre de catastrophe. Il faut qu'ils se disent que ce n'est pas la fin du monde, car même si vous perdez tous vos biens personnels, votre maison, toutes ces choses matérielles, soyez heureux, parce que vous êtes toujours en vie.
À la Nouvelle-Orléans, c'est le parti pris assumé aujourd'hui par la majeure partie de la population. Fêter joyeusement les 10 ans de Katrina pour oublier cet ouragan qui reste à ce jour le plus meurtrier des États-Unis. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Direction le Kenya aujourd'hui, sur les hauts plateaux se trouve la ville de Iten, bien qu'elle ne compte que 40 000 habitants. C'est l'une des capitales du sport mondial. Il faut dire qu'à plus de 2000 mètres d'altitude, avec un climat tempéré, elle offre des conditions d'entraînement exceptionnelles aux coureurs spécialisés dans le fond et le demi-fond, c'est-à-dire des distances longues qui vont jusqu'au marathon. C'est le berceau de l'athlétisme au Kenya et nombreux sont les champions olympiques ou champions du monde kényans à être originaires de cette région. Du coup, on y accourt du monde entier pour préparer les grands rendez-vous mondiaux. Avec ses nombreux centres d'entraînement, la ville accueille en permanence près d'1 millier d'athlètes et c'est devenu la principale activité de la ville. Et tout a commencé à la fin des années 70 avec l'arrivée d'un prêtre irlandais qui n'y connaissait pas grand-chose à l'athlétisme et qui est pourtant à l'origine de l'éclosion des plus grands champions de ces dernières décennies. Iten, terre de champions, voici le reportage de Benjamin Courtadon et Benoît Pichot. Une piste brute et mythique, c'est le stade Kamarini. Bienvenue à Iten, petite ville du nord-ouest kényan, Eldorado de l'athlétisme. Depuis 30 ans, tous les grands champions kényans se sont entraînés ici. Pas moins d'une trentaine de médailles d'or aux alentours. Mais Iten, il y a 30 ans, ce n'était pas tout ça. Plutôt une bourgade rurale située au bord du Rift, à une altitude exceptionnelle de 2600 mètres, très propice à la course de fond. L'arrivée de cet homme a tout changé. Bonjour. Le frère Colm O'Connell, un religieux irlandais de 66 ans, pas franchement en recherche d'exposition. Depuis son arrivée en 76 en mission pour son ordre religieux, il a pourtant formé sans rien connaître de l'athlétisme 25 champions du monde et 4 champions olympiques. Nous le retrouvons chez lui où il garde les enregistrements de chacune des courses de ses protégés. Ce magnétoscope est aussi vieux que les cassettes. Ce 800 mètres, c'est la victoire aux derniers Jeux Olympiques de Londres et le record du monde de son grand champion du moment, David Rudisha. Mais Colm, lui, n'était pas à Londres. J'étais assis ici, là où vous me voyez. Pourquoi ? Pourquoi pas? Si j'étais là à côté de lui pendant l'échauffement pour lui donner des conseils de dernière minute, il aurait pu commencer à douter. Alors que si je suis là, tout ce qu'il a à faire, c'est s'occuper de lui. Le secret du coach, travailler sur le mental. Colm O'Connell forge des personnalités, des hommes et femmes accomplis. Quand je rencontre pour la première fois des athlètes comme David, j'ai besoin de les revoir plusieurs fois. C'est seulement à partir du moment où on commence à interagir avec quelqu'un en tant que personne, à lui parler, à apprendre à mieux le connaître, à comprendre ses ambitions personnelles, à quel point il est concentré. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut voir s'il se sent capable de travailler très dur pour devenir un athlète qui va réussir. Colm n'est pas poussé par l'ambition personnelle, au contraire, son sacerdoce, son mot d'ordre, la responsabilité. Quand on entraîne des athlètes juniors ou des étudiants, ils peuvent faire encore beaucoup de choses de leur vie. Mais quand on commence à travailler avec des athlètes professionnels, qu'on commence à les entraîner, à leur dire « maintenant c'est ta carrière, maintenant c'est ton travail, maintenant c'est ton avenir », eh bien on passe à un autre niveau et pour l'entraîneur, à une autre responsabilité. Parce qu'à partir de ce moment-là, je dois me concentrer et m'assurer que ces athlètes vont y arriver. Là, c'est quelques jeunes athlètes de mon groupe.
Presque une décision à contre-cœur. Et pourtant, le coach a écrit dans l'ombre ces 30 dernières années la légende de l'athlétisme kényan. Wilson Boyd Kipketer, qui a battu le record du monde du saut de haie en 1997 à Athènes. Aujourd'hui, la relève est ici, à la St. Patrick High School. Voici les espoirs de Colm, un petit groupe d'athlètes entre 17 et 20 ans. Alfred Bargat, lui, en a 18 et court le 10 000 mètres. Il est probablement le coureur le plus prometteur de sa génération. Alfred vient du district de Baringo. Son village, dans la vallée, 2000 mètres plus bas, n'a accès ni à l'eau ni à l'électricité. Il y fait en moyenne 40 degrés. J'ai commencé à courir très jeune. J'ai vu quelque chose, j'avais un talent. Mais les conditions là où j'habitais n'étaient pas évidentes. Vous savez, je n'arrivais pas à grand chose. J'avais tout le temps soif, pas beaucoup de discipline. Colm l'a repéré il y a 5 ans, dans une course inter-école. Dans 2 jours, Alfred et ses partenaires d'entraînement passent les sélections nationales pour les championnats du monde junior. Le coach emmène ses jeunes pousses pour un dernier entraînement. Là, c'est la dernière session d'entraînement. Ce qu'il faut surtout, c'est leur gonfler le moral. L'important, c'est d'être positif sur leurs derniers résultats. Il faut être sûr qu'ils retirent tous un sentiment positif sur ce qu'ils sont en train d'accomplir. L'entraînement sur ces pistes à peine stabilisées, c'est comme ça, depuis toujours. Malgré les appels du pied des grandes marques, la méthode est invariable. Colm refuse la course à l'équipement, la prise en charge diététique et autres remèdes des pays riches. Il ne jure que par le mental. Je connais leurs faiblesses, mais c'est vraiment pas le moment de les faire ressortir. Quand on approche d'une compétition majeure, ce qui compte avant tout, c'est la préparation mentale. Aujourd'hui, Colm a choisi l'entraînement à l'aveugle. Ses athlètes sont prévenus des accélérations de la voiture au seul son du klaxon. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans la tête des autres coureurs. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans notre tête. Je suis l'autre coureur, je suis l'opposition. J'agis de la même manière qu'un autre athlète qui peut démarrer au milieu de la course. Comment est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont réagir? Je dois voir quelle va être leur réaction. Tu veux qu'on les teste sur la colline? Un petit peu. On va les faire courir 30 secondes sur la colline. Ils vont penser que ça dure 1 minute. Ils vont se dire, oh là là, mon Dieu, il va nous tuer sur cette montée. L'heure de course éprouvante s'achève. Seuls les plus costauds de l'équipe ont tenu. Alfred jubile. Je me sens bien, pas fatigué, très content. J'ai apprécié la course, même si en fait c'était dur. Mais quand tu es en forme, tu dois te rendre compte que ça doit être facile. J'ai appris tant de choses ici. Vous savez, on peut courir, s'entraîner, mais ensuite on va en compétition et on peut être battu. Et alors ici à Iten, on apprend, on s'entraîne encore pour régler les problèmes. Et quel serait ton objectif? Je veux courir comme Paul Tergat, qui vient du même village que moi. Il a été le champion du monde sur 10 000 mètres. Et je veux être comme lui. Paul Tergat comme modèle, pas une mince affaire de courir dans les traces du septuple champion du monde sur cross-country et semi-marathon. Mais Alfred y croit, il court déjà après ses rêves. « 4 heures du matin, Florence Kiplagat, la double championne du monde sur cross-country et détentrice du record sur semi-marathon, s'échauffe pour son premier entraînement de la journée. À 27 ans, la jeune femme rêve de passer sur marathon. Un travail de fond, une préparation méthodique dans laquelle les mots du frère O'Connell résonnent encore.
Frère Colm est un entraîneur très particulier. Il m'a expliqué qu'il n'utilisait pas de chronomètre pour mesurer les temps des athlètes, mais qu'il les observait simplement. Une fois aussi, il m'a expliqué qu'il ne forçait jamais un athlète, que c'est à l'athlète de lui dire jusqu'où il pouvait aller. C'est quelqu'un de très différent et j'aime beaucoup sa manière de faire. Pour percer, Florence s'est entraînée d'arrache-pied à Iten, et seulement à Iten. Comme nombre d'athlètes, elle vient chercher ici la haute altitude. Colm a insufflé la culture sportive, l'altitude donne des ailes aux athlètes. Située à plus de 2600 mètres au-dessus du niveau de la mer, Iten est un lieu d'entraînement hors norme où chaque foulée se paye double. Oui, c'est important parce que la plupart des compétitions où je vais sont en basse altitude. Moi, j'ai un avantage parce que c'est plus difficile de courir à Iten. Vous savez, ce n'est pas facile de s'entraîner ici. En moyenne, les temps des athlètes sur de longues distances sont ici moins bons de 5 secondes par kilomètre. Reportés sur 40 km, ce sont près de 4 minutes gagnées lorsqu'ils redescendent au niveau de la mer. Non loin d'Iten, sur la piste de l'université d'Eldoret, Henri Renaud, ex-détenteur de 4 records du monde, supervise l'entraînement des sportifs universitaires. Cet athlète, reconverti dans l'enseignement, connaît par cœur les bienfaits de la course en altitude. Ici, il y a beaucoup moins d'oxygène dans l'air. Du coup, quand tu t'entraînes en haute altitude, puis que tu redescends, ton corps est plus capable d'utiliser l'oxygène dans l'air, de l'attraper, de l'utiliser plus rapidement. Les gens qui s'entraînent à Iten ont ainsi un énorme avantage quand ils redescendent pour participer à des courses. En Europe, par exemple, ils se fatiguent moins, ils peuvent mieux gérer leur compétition. Iten est bel et bien devenue une capitale mondiale de l'athlétisme. La ville vit désormais au rythme des compétitions et de l'afflux saisonnier des coureurs professionnels. Il n'y a pas de problème de sécurité ici, aucune peur à avoir. C'est même une zone protégée des maladies infectieuses comme la malaria. C'est un endroit parfait. Les gens des villages autour sont très accueillants. Ils connaissent et encouragent les athlètes, ils les comprennent. Moteur économique, le tourisme sportif a entraîné la création de nombre d'hébergements, salles de sport et stades flambant neufs. Les champions eux-mêmes se reconvertissent en hôteliers. Ils accueillent désormais des sportifs amateurs venus du monde entier. C'est ici que l'équipe d'Angleterre vient courir lors de camps d'entraînement. Ils reviennent beaucoup plus rapides et du coup, j'ai eu envie d'essayer moi aussi. Nous venons ici pour nous entraîner pour la saison prochaine. Nous avons besoin d'un lieu pour partir sur de bonnes bases. Monter des escaliers peut être difficile, alors on y va doucement mais sûrement. En Swahili, ils disent pole pole. Au bout de 3 semaines, généralement, ça se passe mieux. Protégé par sa situation exceptionnelle et l'aura des athlètes, Iten poursuit sa course au développement. Chaque année, la famille des champions s'agrandit, entraînant sans cesse la jeunesse vers l'effort. Le marathon hebdomadaire de la ville, désormais coutume locale, allonge chaque jeudi un peu plus ses foulées. Les rangs gonflés par ceux qui rêvent, qui s'entraînent et dont la vie et les espoirs se scandent en chrono. Vous êtes sur Futur TV, Code 24 revient juste après la pause. L'île de Kos en Grèce est une île très touristique avec ses plages de sable, ses antiquités, le platane ou dit-on Hippocrate a pensé le serment des médecins, ses pistes cyclables, mais le flux des migrants porte un coup à son image. L'île continue de voir affluer des centaines de migrants chaque matin. Kos est située à seulement 5 km des côtes turques. Des migrants fuyant la Syrie, l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan s'y rendent en bateau gonflable au péril de leur vie. En l'absence de structures d'accueil adéquates pour les migrants, beaucoup ont planté des tentes dans les parcs et sur les places publiques ou dorment dehors autour des bureaux de police sans accès aux sanitaires ni douche.
Les autorités de Kos ont affirmé très clairement qu'elles n'ont aucune intention d'améliorer la situation pour ces personnes, car elles estiment que cela constituerait un facteur d'attraction. Regardez ce reportage signé Georges Asbeck et Ben Barnier. Un dernier effort avant de rejoindre l'Europe. L'île de Kos, située à seulement 5 km de la Turquie, est la porte d'entrée vers l'Europe pour des milliers de migrants. Certains d'entre eux ont fui les violences en Syrie. Le voyage était vraiment très dangereux, mais on n'avait plus le choix. On a quitté la Syrie il y a plus de 10 jours. Je suis horriblement fatiguée. Vraiment très très fatiguée. Rafid n'a que 13 ans. Il débarque sur l'île plein d'espoir. Je rêve d'aller en Allemagne, étudier, trouver un travail, vivre enfin. Je suis venu ici avec mon fils. Il est ce que j'ai de plus précieux. Pour voyager plus léger, les migrants abandonnent tout ce qu'ils peuvent sur la plage. Bateaux gonflables, gilets de sauvetage et vêtements mouillés. On gérera les problèmes les uns après les autres. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas comment la Grèce accueille les migrants. Mais l'important, c'est que je sois enfin arrivé. L'euphorie de l'arrivée sera de courte durée. Cette île de 30 000 habitants n'est pas équipée pour accueillir des milliers de migrants. Certains ont les moyens de se payer une chambre d'hôtel. D'autres logent à même la plage, sous une chaleur accablante. D'autres encore sont installés dans cet hôtel désaffecté, le Captain Elias. Ils ont transformé la réception en dortoir, parmi eux des Africains et des Pakistanais. Je suis ici depuis 3 mois. Et je n'ai pas assez de vêtements. Pas de nourriture, je suis épuisé. Ces migrants le savent, ils n'ont aucun avenir sur cette île. Tous les jours, ils se massent devant la grille du poste de police. Ils réclament le sésame qui leur permettra de rejoindre Athènes, puis le reste de l'Europe. On n'a pas besoin de rester ici. Il faut qu'on parte. Laissez-nous partir. Devant le poste de police, nous retrouvons Rafid et son père. Personne ne nous a accueillis. Nous n'avons aucune information. Nous sommes ici depuis ce matin et pour l'instant, nous sommes dans la rue. Les autorités locales sont débordées. L'attente peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Certains migrants se plaignent des différences de traitement selon les nationalités. Pourquoi est-ce que les Syriens qui arrivent le matin viennent ici et obtiennent le document le même jour? Pourquoi est-ce que nous sommes coincés ici depuis 7 jours? Pourquoi? Après 4 jours d'attente, ce réfugié syrien a enfin obtenu le précieux laissez-passer. Son objectif, s'installer en Allemagne, un pays de cocagne selon de nombreux migrants. L'Allemagne est un bon pays pour nous, qui voulons une vie meilleure. L'Allemagne offre davantage de possibilités aux réfugiés en termes de travail et de statut. Pour Lorenz, la route sera encore longue. Il a décidé de rejoindre l'Allemagne en passant par la Macédoine, un voyage particulièrement dangereux. Entre le 1er janvier et le 14 août 2015, près de 160 000 migrants sont arrivés par la mer en Grèce, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. L'île de Kos a reçu la plus grande arrivée de migrants par rapport à d'autres villes du pays. On y dénombre plus de 7 000 migrants pour une population de 30 000 habitants. Face à cette situation chaotique, l'ONG Médecins sans frontières reproche à la Grèce son manque d'organisation et appelle les autorités à mettre en place un système pour leur fournir de la nourriture, des premiers soins, des abris, de l'eau et que les droits fondamentaux des migrants soient garantis. Direction les confins de la Normandie et de la Bretagne. C'est ici que se trouve un des îlots rocheux les plus connus et consacrés depuis le Haut Moyen-Âge à l'archange Saint-Michel. Nous vous emmenons
à sa découverte. Au moment des grandes marées, le Mont Saint-Michel redevient une île dont l'abbaye culmine à plus de 170 mètres au-dessus du rivage. Un spectacle qui attire depuis des siècles pèlerins et voyageurs. Chaque année, ce sont plus de 2,5 millions de visiteurs qui viennent admirer le mont et sa baie, tous deux classés patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Quand on arrive au mont, on redevient un enfant. Et c'est un peu le château de la Belle au Bois dormant pour les petites filles ou le château médiéval en carton pour les garçons. Il y a le Mont Saint-Michel, mais on parle d'un écrin quand on parle de la baie tout autour, puisqu'il y a toutes ces merveilles autour que vous n'allez pas trouver dans les bouquins. Moi, c'est plus ça qui me charme aujourd'hui. Du patrimoine naturel au patrimoine bâti, nous sommes en face de patrimoine fragile, sensible, d'autant plus fragile que nous devons le transmettre aux générations futures, bien sûr, mais que nous le partageons avec le monde entier, c'est là un enjeu majeur. Un bloc de granit perdu au milieu de l'eau, surplombé d'une abbaye consacrée à l'archange Michel. Depuis le 8e siècle, le Mont Saint-Michel est un haut lieu de la foi chrétienne. Mais sa baie, merveille géographique, reste méconnue. Sébastien, guide naturaliste et enfant du pays, en a fait son terrain de jeu. Il y a le b.a.-ba de la baie que vous allez trouver dans tous les documents. Et puis il y a aussi toutes ces autres informations qui font plus partie pour moi de la culture populaire, à discuter avec des anciens qui vont vous raconter des choses qui ne sont écrites nulle part. À la manière des pèlerins du Moyen-Âge, s'engager sur les grèves, c'est prendre de la distance sur le monde. C'est aussi s'initier à la tixotropie. Comprenez la science des sables mouvants. On ne peut pas mourir dans un sable mouvant complètement enlisé, d'accord, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Par contre, sachant que si je m'enlise jusque-là, si la mer monte, ça va être plus compliqué, d'accord? Donc, c'est comme un yaourt, et je vais mélanger le yaourt, d'accord? C'est comme un yaourt que vous sortez du frigidaire. Donc là, plus je bouge et plus je descends. Ah non, 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 non. Je sors le pied, et voilà, je suis sauvé. Et la balade peut continuer. Au programme, nature, découverte de la baie pour une visite en dehors des sentiers battus. Il faut que ce soit une sortie vivante. Il y a une âme dans le lieu, donc il faut pouvoir la côtoyer au plus près, je pense. Ressentir un sable mouvant sous ses pieds, frôler un petit peu le danger. Je pense que s'il y a une chose qui nous va retenir ce soir, c'est notamment cette expérience dans les sables mouvants. Mon idée, c'est qu'il faut partir sur de l'authenticité. On a tellement de choses artificielles aujourd'hui, c'est facile de se mettre devant un écran d'ordinateur et puis de faire le tour du monde. Sauf que le tour du monde, quand on n'a pas ressenti marcher sur un espace particulier, quand on n'a pas mis le nez dans le vent toute l'après-midi, on est passé à côté de choses essentielles. Allons maintenant côté Pierre, à la découverte de l'incontournable Mont Saint-Michel. Une cité médiévale que fréquentent chaque année plus de 3,5 millions de touristes. Xavier est l'administrateur de ce patrimoine qu'il faut constamment entretenir et restaurer. L'abbaye du Mont Saint-Michel est l'objet de beaucoup d'attention en matière de restauration, parce que nous sommes en milieu marin, au rythme des tempêtes, au rythme des marées. Les fortifications ont besoin d'être renforcées. Les huisseries, les vitraux, la pierre elle-même subit les agressions régulières du vent, chargé de sel, chargé d'iode. Depuis la construction d'un oratoire en l'an 708, le site n'a jamais cessé d'évoluer. C'est un lieu qui a été reconstruit plusieurs fois. Les grandes étapes, c'est l'abbaye romane, l'abbaye gothique, mais c'est aussi et surtout un lieu qui a été totalement réinventé, restauré, et dont nous sommes aujourd'hui dépositaires au titre du Centre des Monuments Nationaux. Dans ces lieux, un simple jeu de clés suffit parfois à remonter le temps. La magie, elle opère essentiellement grâce à ces clés. C'est vrai que dès qu'on peut ouvrir une porte, un passage, on est tout de suite plongé dans une autre atmosphère. Depuis 25 ans, François, le guide historien, est fasciné par le Mont Saint-Michel. Il y a un endroit dans l'abbaye qui est considéré comme le lieu le plus mystérieux, et puis il faut oser le mot, le plus sacré. Et c'est l'église Notre-Dame-sous-Terre. Voilà, les visiteurs passent à côté, peu savent que derrière cette porte
se trouve le cœur du Mont Saint-Michel. C'est l'œuvre des premiers moines qui ont été installés par le pouvoir normand en 966. Et cette église du Xe siècle, la légende affirme qu'elle occuperait l'emplacement de la toute première église. L'église construite par saint Aubert à la demande de l'archange Saint-Michel entre 708 et 709. Des siècles plus tard, la légende attire toujours les visiteurs. Ce qui est important par-dessus tout, c'est de faire rêver les gens. Et c'est un endroit qui est fait pour ça. Et depuis toujours. Quand les visiteurs, quand les pèlerins du Moyen-Âge arrivaient dans la grève, comme vous l'avez fait avec Sébastien, ils avaient l'impression d'avoir devant eux la Jérusalem céleste, c'est-à-dire la promesse du paradis. Et donc je suis là pour inviter mes visiteurs à rêver. François, lui, rêve parfois depuis l'imprenable point de vue du sommet de l'abbaye. Tout est contraste. Entre la foule, le silence, entre voilà, le sable mouvant et la dureté de ce rocher, il y a une complémentarité entre les dieux. Dans cette baie ouverte sur le monde, le Mont Saint-Michel s'offre aux pèlerins comme aux touristes. Au Moyen-Âge, il y avait les moines qui vivaient dans l'abbaye et priaient. Il y avait les serviteurs qui accueillaient les pèlerins. Et puis aujourd'hui, c'est un haut lieu du tourisme. Donc il y a une permanence, il y a une fidélité à la vocation de ce lieu qui est d'accueillir des foules. C'est à cette diversité des publics que ce patrimoine doit être rendu compréhensible, intelligible. Donc il y a des enjeux qui sont culturels, éducatif, et puis bien sûr une responsabilité au regard du monde, puisque nous sommes dépositaires ici d'un bien du patrimoine mondial. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et à bientôt. Bonne soirée.